Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à un second panel qui est consacré à une question aussi importante, stratégique d'actualité, car nous vivons dans un monde de l'urgence climatique, nous vivons dans une transformation de modèles productifs et l'énergie, par conséquent, s'impose comme un facteur déterminant de compétitivité, mais pas que, parce qu'elle s'impose aussi comme un levier de souveraineté et de durabilité. Et aujourd'hui, il ne peut y avoir d'intégration industrielle sans une énergie qui soit accessible, compétitive et décarbonée, comme c'est revenu à plusieurs reprises dans les interventions des précédents panélistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, donc je vous convie ici, Hicham Bouskri, vous êtes CEO African Technical Advisor. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est dire qu'à travers ces Hicham, c'est 30 ans d'expérience dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, dont 10 ans d'expérience dans le développement des énergies renouvelables, dans l'optimisation technico-économique de systèmes hybrides connectés au réseau. Et c'est Hicham, je vous laisse le plaisir de convier vos panélistes à vos côtés et de démarrer ce panel avec les applaudissements de la salle. On va essayer de faire au plus vite. Je vais convier les panélistes à me rejoindre sur la plateforme. Donc, M. Nicolas Poirot, M. Hamza Gnoun, M. Abdraouf Benabou, M. Mohamed Amimi. Allez-y, c'est bon. Non, c'est un pardon. Très bien. Donc, merci bien sûr à la Fédération de la chimie de l'opportunité de modérer ce deuxième panel. Alors, on va essayer de rentrer dans les clous, comme ça on n'énerve pas le président. On va rester dans les 1 heure qui a été prévue. On va avoir un maximum d'interactivité. Donc, mon nom est Hicham Bouskri. J'ai fondé un cabinet de conseil stratégique en transition énergétique. Alors, le nom indique beaucoup ma conviction personnelle qui est African Technical Advisors. Donc, on croit fermement que la transition énergétique se fera d'abord en Afrique. Alors, quelques éléments qui vont être rappelés de manière très rapide pour pouvoir laisser les panélistes partager avec nous leur vision. Le premier élément, c'est qu'on est à peu près en avance sur le calendrier national de transition énergétique. Donc, on a prévu d'avoir 52% de la capacité installée d'ici 2030. On est déjà à 46% d'après le secrétaire général du ministère ce matin. Ceci dit, l'autre chiffre qu'on ne dit pas, c'est que uniquement 20% de l'énergie qui circule sur le réseau national est décarbonée. Donc, 46% de capacité, mais uniquement 20% de l'énergie. On est encore dépendant à 90% des importations d'énergie sur le secteur national, toute application confondue. On a démarré un dégrouping, donc on est effectivement avancé sur l'architecture du réseau électrique et le réseau institutionnel, mais on a toujours un tarif qui est plafonné et réglementé par l'État. Et nous avons une électricité parmi les plus chères sur les pays compétiteurs directement du Maroc, notamment au sud de la Méditerranée. On a également un très fort dynamisme qui fait que la demande en électricité au Maroc, qui était en moyenne entre 4 et 5% pendant les dernières années, aujourd'hui elle est à 7%. Et donc une capacité du secteur public à investir sur de la génération électrique et d'attirer plus d'investissements qui est limitée par ce moyen. Et puis on a des contraintes mondiales. On a effectivement la géopolitique, on a la dépendance sur les importations d'hydrocarbures, l'Europe qui est en train d'imposer un CBAM aux importations européennes. Donc, premier round, on va d'abord se focaliser sur l'industrie chimique en tant que client de cette énergie. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut décarboner cette industrie? Quels sont les leviers qui sont mis en place? Donc, je vais d'abord céder la parole à Abdraouf Benabou, qui est directeur des énergies renouvelables au MTED. En pas plus que 5 minutes, est-ce que vous pouviez nous retracer relativement rapidement l'évolution du cadre réglementaire qui permet à ces industriels de se décarboner? Donc la parole est à vous. Merci, Monsieur Bouskri. Donc,
Merci de cette invitation. Donc, comme vous le savez, le ministère de la Transition énergétique a lancé une stratégie depuis 2009 qui s'insère dans la trajectoire disons, de la décarbonation de l'économie nationale d'une manière globale. Donc, le ministère de la Transition énergétique a fait plusieurs initiatives dans le cadre de la décarbonation. Je vais citer d'abord les initiatives d'ordre législatif et réglementaire. Et donc, dans ce sens, je cite la publication de la loi 4019 qui modifie la loi 1309 sur les énergies renouvelables, qui donne la possibilité aux développeurs de produire l'électricité et la commercialiser auprès des investisseurs, des clients directement. Et il y a aussi la publication de la loi 82-21 sur l'autoproduction qui donne aussi la possibilité aux industriels, y compris l'industrie de la chimie, pour, disons, construire les installations électriques pour leurs propres besoins. Donc, ces deux lois ont eu un certain nombre d'avantages, comme vous le savez. La première loi 4019, il a introduit la notion de capacité d'accueil. C'est une notion qui va permettre de protéger notre système électrique pour l'introduction massive des énergies renouvelables. Il a aussi permis la réduction des délais et la facilitation aussi des procédures pour avoir les autorisations qu'il faut des énergies renouvelables. Et il a aussi permis une chose qui est très importante pour les industriels, c'est de produire de l'électricité au niveau de la haute et la très haute tension et vendre l'électricité au niveau de la moyenne tension. Ceci pour la première loi 4019. Pour la loi 82-21, comme vous le savez, il vient combler un vide juridique qui était avant, parce que l'autoproduction dans l'ancienne réglementation ne permet pas d'ailleurs l'autoproduction au niveau des réseaux des SRM, mais il le permet seulement au niveau de l'ONE, puisque c'est inscrit au niveau de la réglementation, du décret de création, du DAER de création plutôt, de l'ONE. Donc, avant, était seulement sur le réseau de l'ONE. Actuellement, on peut autoproduire au niveau du réseau des SRM que le réseau de l'ONE. Un deuxième avantage, c'est que l'ancienne réglementation, il ne permet pas l'autoproduction entre 50 MW et 300 MW. Actuellement, on peut produire l'autoproduction pour toutes les puissances que nous désirons. Avant aussi, il y avait l'accès au réseau pour transporter l'énergie des points de production jusqu'au point de consommation. Il faut avoir une puissance au-delà de 300 MW dans l'ancienne réglementation. Avec cette loi 82-21, il va permettre l'accès au réseau à partir de 5 MW. Donc c'est un avantage pour les gens, c'est une flexibilité pour mouvementer l'énergie dans le réseau et entre les points de production et les points de consommation chez les industriels. Il a aussi introduit une notion de l'excédent qui peut être vendu au SRM comme il peut être vendu à l'ONE, pas comme dans l'ancienne réglementation qui ne peut être vendu qu'au niveau du réseau de l'ONE. Et actuellement, nous avons une procédure aussi qui est claire pour être autorisé, alors qu'avant, il n'y avait pas ces procédures. Donc, cette loi, elle donne la possibilité à la décentralisation de la production et va permettre aux gens de bénéficier du potentiel que nous avons, le potentiel des énergies renouvelables. D'autres avantages et notions qui ont été inscrits dans les deux lois, par exemple, je cite l'excédent de 20%. Donc, ils ont la possibilité de vendre 20% aux gestionnaires de réseau pour, disons, avoir une flexibilité sur le dimensionnement des infrastructures par rapport à la consommation. Et au niveau de l'autoproduction, ces 20% peut être revu à la hausse. On est en train d'élaborer le texte sur pour remettre à la hausse cet excédent de 20%. Il est au niveau de SGG, il va être publié incessamment. Ça, c'est un avantage des deux lois. Il y a aussi la notion de certification d'origine. Comme vous le savez, et a été discuté tout à l'heure dans le panel avant, tout le monde parlait de la décarbonation, parlait de la justification, parlait d'éviter la taxe carbone, etc. Donc, le ministère a instauré un système de certification qui est en cours.
Donc, on a publié le texte qui a précisé disons, l'institution qui va donner ce certificat, qui est le ministère. Ce ministère doit être, disons, indépendant des activités de production, transport, distribution et commercialisation de l'électricité. Et de l'autre côté, il faut avoir un registre de traçabilité de l'électron depuis sa production jusqu'à sa consommation. Donc, on a lancé un AME, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir tester le marché, pour pouvoir avoir le registre pour déterminer la traçabilité de l'autoproduction. Il y a aussi la notion de stockage. Les deux lois permettent aux investisseurs privés d'avoir du stockage pour pouvoir, disons, uniformiser la production et remédier à la situation d'intermittence des énergies renouvelables. Plus que ça, ce stockage peut être, disons, les services de stockage peuvent être loués aux gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution pour le rentabiliser, etc. Donc, je m'arrête à ce niveau. S'il y a d'autres choses, je peux... Oui, on aura d'autres opportunités. Merci beaucoup. Donc, je voudrais... Donc, il y a clairement un message de l'État qui cherche à transférer une partie je dirais, de la responsabilité de décarbonation du secteur au secteur privé à travers la promulgation d'un certain nombre de lois et de décrets d'application. Alors, je voudrais passer plutôt la parole à Si Hamza Gnoun, qui est directeur en charge du développement des projets hydrogène et dérivés au sein de Nareva. Nareva, champion national, quelque part, qui s'est engouffré dans la brèche, qui est devenu aujourd'hui, qui met sur la place une offre d'énergie renouvelable, décarbonée et compétitive pour le secteur à travers un certain nombre d'investissements, ce qui évite aux industriels d'avoir à investir par eux-mêmes sur de l'autoproduction décarbonée. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelle est la stratégie? Je pense qu'il y a eu une première vague haute tension, aujourd'hui il y a une vague moyenne tension qui se prépare. Quelle est un peu votre offre, quel est votre message par rapport aux industriels de l'industrie chimique? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation pour cet excellent événement. Comme l'a dit Si Bouskri, en quelques mots, Nareva est un énergéticien marocain, donc filiale du groupe Almada, qui est présent sur l'énergie, mais aussi la gestion du cycle de l'eau depuis 2004. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord rejoindre le panel précédent en disant qu'effectivement la décarbonation aujourd'hui est un levier de compétitivité. Et c'est une opportunité en fait de réindustrialisation au Maroc et permet de gagner davantage en souveraineté industrielle, à l'instar de la logistique d'ailleurs qui a été rappelé tout à l'heure, pour la simple raison que les évolutions réglementaires en Europe, que ce soit le CBAM, la RED 3, Refuel EU, Fuel EU, font que le coût du CO2 deviendra un coût industriel et déjà un coût industriel réel et sera de plus en plus conséquent dans les années à venir. Donc il faut, en réfléchissant le dispositif énergétique et industriel aujourd'hui marocain, bien sûr garder en tête l'opportunité que représente la décarbonation et l'objectif de compétitivité. Alors, peut-être replacer l'historique renouvelable dans le cadre actuel de développement de projets hydrogène, qui sont en réalité, qui ont une composante énergétique renouvelable, mais aussi une composante industrielle. Donc aujourd'hui, au Maroc, la mise en place de l'offre Hydrogène Maroc est un atout indéniable pour le développement de l'énergie et de l'industrie au Maroc. Nareva a été sélectionné pour 2 projets de développement d'hydrogène et dérivés et a pour ambition évidemment de contribuer à l'essor de l'écosystème hydrogène au Maroc, en capitalisant aussi sur le développement du renouvelable, avec aujourd'hui près de 2 gigawatts de capacité éolienne installée en opération au Maroc, destinée justement à fournir notamment les industriels marocains raccordés en très haute tension et en haute tension. Et aussi
le développement, grâce au développement notamment des unités de dessalement, à l'instar du projet de Dakhla qui est le premier projet exclusivement alimenté par de l'électricité renouvelable. Donc l'évolution des cadres réglementaires est indispensable pour le développement de projets complexes, avec un volet énergétique, un volet industriel, sont nécessaires pour mutualiser, pour rationaliser les coûts et donc préserver la compétitivité marocaine jusqu'au marché cible, y compris de l'industrie chimique. Et ça permet aussi de relever un certain nombre de défis. Dans les plus importants, évidemment, en premier lieu, c'est le défi de l'off-take. Merci beaucoup. Donc, je pense que l'autre élément que vous avez mentionné, 2 gigawatts, effectivement, qui a été mis sur le marché de l'énergie renouvelable, l'électricité au Maroc. Il faut savoir qu'une turbine éolienne, c'est déjà 5 et bientôt 7 mégawatts. Donc, ce n'est pas une PME qui va pouvoir investir. Donc, il faut des acteurs, des champions nationaux qui vont pouvoir mettre cet investissement avec des capacités facteurs, c'est-à-dire c'est le pourcentage de production d'électricité pendant la journée qui est relativement élevé. Alors, lorsqu'en général, on invite un banquier à un panel de transition énergétique, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est rentable, parce que sinon, ils ne viennent pas, les banquiers. Donc, si Mohamed Hamimi, vous êtes directeur exécutif en charge du marché de la PME à la Banque Centrale Populaire, on ne le répète pas assez, la PME, c'est 95% du tissu national. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est que l'investissement en transition énergétique, en efficacité énergétique, en autoconsommation, peut devenir un investissement rentable pour ces entreprises-là. Alors, quelle est la panoplie des dispositifs que la banque met à disposition de ces industries-là pour pouvoir se décarboner par eux-mêmes? Merci beaucoup à la FCP pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi l'écosystème de la chimie. Et puis, en tant que banquier, on est aussi là pour en apprendre plus et voir où sont les enjeux et où va l'industrie chimique pour mieux encore se préparer pour l'accompagner davantage et mieux. Alors, depuis ce matin, on parle de la transition et on comprend qu'il y a un enjeu de transformation de l'industrie chimique qui a un volant technologique. On a parlé beaucoup ce matin de technologie et autres. Je serais tenté de dire qu'il a aussi un volant financier. Il faut aussi une transformation financière. Pourquoi? Parce que le capital drive la transition et le secteur financier est appelé à jouer un rôle important là-dedans. Et tant mieux, je crois que les étoiles sont alignées aujourd'hui. Pourquoi? Pour la simple raison que le système financier, lui aussi, aujourd'hui, il est sous pression par rapport à ce volet-là. À l'image du système financier international, au niveau du Maroc aussi, on est face à une transformation et à des engagements en termes de finances durables. Donc il y a une stratégie nationale de la finance durable qui ambitionne de pratiquement doubler un peu les financements verts tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a des directives de Banque El Maghrib qui orientent vers la prise en compte des changements climatiques et de leur impact au niveau de nos cartographies de risque. Ça va jusqu'à quasiment impacter le process d'octroi des banques relativement à une analyse d'impact social et environnemental des projets qui sont soumis. Mais en même temps, l'autre volet, c'est d'encourager et de promouvoir la transition, en mettant en place ce qu'il faut, bien évidemment, comme offre. Ce qui me ramène donc à la réponse à votre question. Oui, des produits, il y en a, et notamment pour la PME. Il est vrai que, bon, il y a les grands groupes qui arrivent à se financer donc sans aucun problème. Les grands projets, on est partie prenante, on a été partie prenante avec la Nareva sur pas mal de projets et d'autres opérateurs à travers des financements de Project Finance, de Project Finance et dans le cadre de SPV et autres. Mais pour la PME, nous avons une panoplie d'offres. Ça commence par exemple par l'offre d'Iltimwilcom, qui est aujourd'hui une offre sous forme de cofinancement
40% comme 40% pour la banque, et un apport de 20% de la PME, sachant que la partie Timwilcom, elle est à un taux très bonifié à 2,5%. Donc, ce qui fait un taux de sortie qui est très intéressant. Il y a aussi une expérience que nous avons menée avec la Bird à travers plusieurs programmes. Morcef, enfin, les entreprises qui sont là, probablement, il y en a certainement qui ont dû expérimenter. Morcef, Morcef+, GVC, GEF et d'autres. C'est très simple, c'est des offres de financement qui incluent une assistance technique, qui inclut un financement, mais qui inclut aussi un cashback qui peut aller jusqu'à 10%. Donc, globalement, alors ça a été fait dans un sens de rendre en fait l'investissement rentable rapidement. Mais et à travers ça, nous avons, au niveau de la Banque Populaire par exemple, rien que sur ces programmes avec la Bird, nous avons pu placer et accompagner à peu près plus de 300 entreprises et à peu près une enveloppe d'investissement de 2 milliards de dirhams et qui a permis en moyenne une économie d'énergie de presque 40% avec un très beau bilan carbone. Donc, et nous continuons. Après, il y a aussi d'autres mécanismes. Il y a le mécanisme de la charte de l'investissement aujourd'hui que nous encapsulons dans nos produits. Il y a le fonds Mohamed VI pour l'investissement qui offre aussi de la dette subordonnée pour les entreprises qui ont un peu short en termes de fonds propres, plus une autre panoplie de méthodes sur laquelle je pourrais revenir éventuellement. Voilà. Excellent, merci beaucoup, Amimi. Alors, il y a, sur les étoiles que vous avez alignées, il y a une dernière étoile qui est le programme SR500 qui permet aux entreprises marocaines de revendre le carbone sur le marché international avec une nouvelle signature avec la Norvège qui met encore plus. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'étoiles qui se sont alignées. Monsieur Nicolas Poirot, votre propos est particulièrement attendu. CEO Africa, Middle East, South and Central Asia. Donc vous avez la perspective internationale qui couvre beaucoup de régions. Alors je pense que vous avez plusieurs aspects. Ce que je voudrais dans ce premier round discuter, c'est vous-même, vous êtes dans des métiers qui sont énergivores. Et vous avez cette ambition effectivement de décarboner. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez déjà entièrement décarboné au Maroc. Alors ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que vous contrastez votre présence au Maroc par rapport aux autres pays en termes de stratégie de décarbonation. Merci Hicham. Alors c'est à nouveau un grand plaisir d'être là, Monsieur le Président. Je veux féliciter la Fédération de la chimie et de la parachimie au Maroc. Vous êtes actifs tout au long de l'année. Cet événement annuel, je le manquerai le moins possible, donc je suis ravi de pouvoir être là avec vous à nouveau. Notre voix sur la chimie et notre impact dans la société, dans l'industrie et l'économie est importante. Et on est tous ravis de le montrer, de le démontrer, que ce soit aux parties prenantes politiques, bancaires, financières et autres. Donc déjà ravis, merci. Alors vous avez raison, notre métier, nous, c'est de produire de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène. Et notre matière première, contrairement à beaucoup de chimistes, c'est en fait l'énergie. Qu'on utilise de l'air ou qu'on utilise de l'eau pour faire de l'hydrogène ou d'autres molécules, en fait notre matière première, c'est l'énergie. Donc on a des experts en énergie depuis des années. Parce que bien acheter l'énergie, bien la concevoir dans le temps, c'est une clé pour nous et pour nos clients, pour être compétitifs, et pour décarboner, point 2. Donc dans tous les pays au monde, on est très proche de nos clients énergéticiens, chimistes aussi, et on a toujours fait un point très spécifique de dire nous ne sommes pas nous-mêmes énergéticiens. On connaît bien le domaine, on a des technologies qui permettent de décarboner, bien entendu de produire de l'hydrogène vert ou bleu ou gris. Donc on est dans l'écosystème énergétique, on le relie à la chimie, à l'acier, à l'automobile, à l'électronique, mais on n'est pas énergéticien, on ne veut pas le devenir. Parce que quand vous parlez aux énergéticiens, que ce soit dans le renouvelable, ou que ce soit des Total, des Aramco ou des ADNOC, il faut être humble quand on est dans la chimie. Le pétrole regarde toujours la chimie comme quelqu'un qui est en aval. Quand on leur fait comprendre aux très grosses sociétés nationales de pétrole qu'en fait, on leur apporte de la valeur parce qu'on peut connecter leurs molécules, que ce soit le pétrole ou l'énergie, quand il s'agit de l'électricité et tout le reste de l'industrie, on est accepté dans l'écosystème, parce qu'on n'est pas un concurrent. Donc ça, c'était le premier point. Point 2, oui, le Maroc, exceptionnellement, on a parlé de la loi 89-21, je crois, et les dérivés, c'est remarquable. C'est un des rares pays au monde dans lequel presque toutes nos usines de production au Maroc
utilisent de l'électricité éolienne décarbonée, renouvelable. En France, on est bien entendu très gros et on parle de bas carbone, parce qu'en fait c'est le nucléaire, mais ici c'est vraiment du renouvelable. Et le Maroc est unique. C'est pour ça que c'est encore plus facile pour moi quelque part. On a parlé de géopolitique, de stabilité, des atouts du Maroc qui sont nombreux, mais cet atout-là, il est souvent négligé, que ce soit pour nous-mêmes, pour convaincre mon management d'investir dans le Maroc, mais encore plus important, de convaincre nos clients en Chine ou ailleurs dans le monde de venir au Maroc avec nous, parce qu'on est tous là dans un écosystème qui est non seulement dans le bon endroit, qui a un bon environnement, des compétences, et on a parlé des ports aujourd'hui, de la supply chain, mais qui a accès à l'électricité renouvelable et qui va accélérer. Donc c'est très important pour nous, parce qu'en fait, on n'est pas nous-mêmes à produire des produits, on produit pour d'autres. Donc on a des clients chinois de plus en plus ici au Maroc, on en est ravis. Si on peut convaincre encore plus, notamment de high-tech asiatique, de venir dans cette partie du monde pour bénéficier de cet environnement, ça permettrait à toute la chimie aussi d'aller dans un domaine qui n'est pas juste la chimie de commodité. Parfois, là, en Chine, vous avez une énorme chimie de commodité, mais des chimies de spécialité avec d'autres clients. On a déjà beaucoup de clients dans l'automobile, la construction et autres au Maroc. On a de l'exportation, mais pouvoir intégrer des produits, des molécules au Maroc pour des clients qui les valorisent en petite quantité à très haut prix, je pense que ça aurait une grosse valeur pour le Maroc. Et en fait, dans ce domaine-là, le fait de proposer de l'énergie renouvelable, c'est un gros intérêt. Je couvre beaucoup de pays, comme vous l'avez mentionné. En Afrique du Sud, ce qu'on a fait, on a les plus grosses usines d'oxygène au monde. Là, on est rentré, vous en parlez, dans un partenariat. C'est-à-dire que notre client et nous, on est allé aider des investisseurs pour faire de l'éolien et du solaire, et on signe des contrats d'achat long terme. Donc on ne le fait pas nous-mêmes. Alors, il y a aussi des banquiers dans l'affaire, bien entendu, il en faut, vous avez raison. Mais on aide l'écosystème énergétique en signant des contrats à long terme de 15-20 ans. On en est à 1 gigawatt d'achat, donc éolien et solaire. Dans d'autres pays, on va voir des modèles très différents. On parlait de la France. La France a un modèle beaucoup plus de subventions. Donc on est en train de démarrer le plus gros électrolyseur d'Europe de 200 MW en Normandie. On va en démarrer un autre au Benelux bientôt de 200 MW, avec Total Energy notamment, et pas seulement. Mais on a aussi un modèle de subvention en Europe qui est particulier. Quand j'étais en Chine pendant 4 ans, ça étonne toujours les gens, mais ce n'est pas les subventions qui aident les industriels. C'est la compétitivité, c'est les incentives d'être le premier et de celui qui va gagner, qui va survivre. On parlait de batterie, on parlait d'automobile. C'est un modèle ultra-capitaliste qui étonne toujours les Occidentaux, les Latins, mais c'est ultra-darwinien dans le sens que le meilleur gagne, pas seulement le meilleur en compétitivité, en technologie, mais aussi en rapidité, c'est sans doute le dernier point. C'est ça qu'on essaye d'apporter dans tous les pays où on opère avec nos équipes, et on en a dans la salle, c'est de s'assurer qu'on va essayer de prendre le meilleur de chaque endroit. De la compétence, au Maroc on en a beaucoup, de la rapidité chinoise, comment on arrive à l'injecter en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient où je suis basé, pour essayer d'apporter un point supplémentaire. Donc on a beaucoup de sociétés locales, mais les sociétés internationales peuvent apporter ça dans un environnement comme le Maroc. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est effectivement très intéressant. Et encore une fois, je tiens à remercier la Fédération de la chimie parce qu'en apportant, en offrant cette plateforme d'échange, ça permet de contraster effectivement ce qu'on fait par rapport à d'autres pays et peut-être d'apprendre un certain nombre de partenariats qui pourraient être utiles. Alors sur le deuxième round, je voudrais plutôt basculer sur ce que la transition énergétique apporte comme opportunité de création de filières d'écosystèmes industriels au Maroc. Alors, je peux en étonner plus qu'un, mais l'une des premières applications de l'hydrogène vert, ça va être dans les raffineries de pétrole pour remplacer l'hydrogène gris. Donc ça, on ne s'y attend pas. Il n'y a pas de coupure, il y a un continuum qui va nous permettre d'aller dans cette transition. Je voudrais donner la parole, c'est Hamza Gnoun qui est plutôt pas mal. On a parlé vous êtes en responsable du Power to X, donc on a parlé de la partie Power, maintenant la partie X qui va nous intéresser. Donc 2 projets retenus dans le cadre de l'offre Maroc hydrogène vert pour Green Steel et e-Fuels. Il serait intéressant de voir, est-ce que vous avez cette ambition de créer cet écosystème? Comment est-ce que vous intégrez les industriels de la chimie dans cette ambition nationale pour ne pas transformer simplement une dépendance énergétique en une dépendance d'importation technologique? Parole est à vous. Alors, comme vous l'avez rappelé, on a la chance au Maroc d'avoir des gisements renouvelables parmi les plus attractifs au monde. Donc, on a pour certains sites des facteurs de charge sur de l'éolien onshore
qui est bien supérieur à l'éolien offshore en mer du Nord. Qui ensuite, couplé aux ressources solaires, fait que pour l'industrie, on peut être parmi les plus compétitifs, en particulier pour les industries qui sont très énergivores, telles que la chimie. Et donc l'enjeu en réalité, ce n'est pas uniquement de produire vert, mais c'est de produire vert en capturant localement de la valeur pour se positionner davantage sur les chaînes de valeur mondiales. Alors, pour ça, nous avons bien sûr... alors, par ailleurs, les projets en développement, que ce soit énergétique ou industriel, permettent aussi d'amorcer l'installation localement d'équipementiers dans une logique d'écosystème et d'intégration verticale. Alors on peut citer bien sûr les équipements renouvelables, on a aussi également les électrolyseurs, on a la chimie verte. Donc il y a beaucoup de filières pour lesquelles il y a un cas économique dès lors que l'approvisionnement en électricité verte au Maroc est compétitive et qu'il y a une logique d'écosystème avec de l'infrastructure de qualité common user qui peut y voir clairement un intérêt pour s'y implanter. Alors, je rajouterai également que, et bien sûr, tout ceci, plus de création de valeur localement au Maroc en leverageant notre atout renouvelable exceptionnel permet de créer beaucoup plus d'emplois au Maroc. Et c'est ça l'objectif. Et donc la transition énergétique est aussi une opportunité pour le capital humain, ça a été dit lors du panel précédent sur la logistique, une opportunité formidable, avec également des défis à relever bien sûr, ces industries nécessitent une main-d'œuvre qualifiée sur un certain nombre de sujets, que ce soit l'ingénierie des procédés, la chimie de matériaux, l'optimisation énergétique. Et donc il faut renforcer les partenariats industrie, R&D, université, formation professionnelle pour se doter de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée et accompagner cette opportunité unique qu'a le Maroc. Donc, pour finir, je dirais que le Maroc a tous les atouts pour ne pas subir la transition énergétique. Certains pays, malheureusement, la subissent. Mais a tous les atouts pour capturer cette opportunité et devenir un hub régional, industriel pour l'Afrique et pour l'Europe. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a un premier exemple qui est assez intéressant, parce que l'OCP a présenté devant Sa Majesté un projet d'investissement de 13 milliards de dollars, 25 000 emplois, 70% d'intégration locale. Donc, les ambitions sont fortes sur une nouvelle filière. Je me retourne vers Abdraouf Benabou sur les dispositifs que le ministère, notamment de Transition énergétique, est en train de mettre en place pour accompagner, pour attirer cette nouvelle industrie qui est très énergivore, qui demandera beaucoup d'accompagnement et sur laquelle on est en compétition ouverte avec d'autres pays. Nous ne sommes pas seuls. Donc, quels sont les dispositifs qui sont en place pour accompagner ces nouveaux investisseurs ? Oui, effectivement, parce que la réglementation n'est pas suffisante, donc il faut des systèmes d'accompagnement. Et je peux citer aussi la transparence au niveau du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables. Je cite par exemple la capacité d'accueil qui vient d'être publiée par l'ANRE. C'est un levier transparent de la décarbonation. La capacité d'accueil qui a été publiée actuellement, il est de l'ordre de 10,4 gigawatts. C'est à peu près
la puissance installée totale du pays, y compris le solaire, l'éolien, l'hydraulique dans les barrages, même s'il n'y a pas d'eau auparavant. Mais cette capacité d'accueil, il est très importante par rapport à la capacité d'accueil publiée en 2024 et 2025. Donc, il dépasse celle de 2025 de 12% et il dépasse celle de 2024 par 44%. Donc ça, c'est un levier qui donne une visibilité et qui donne la possibilité d'élargir, disons, le spectre des énergies renouvelables dans le mix électrique. Une autre chose de transparence, c'est les tarifs d'utilisation du réseau. On peut citer les tarifs d'utilisation du réseau de transport aussi qui est publié par l'ANRE, qui est de l'ordre de 6,39 centidirhams le kilowattheure, soit une diminution de 20% par rapport aux tarifs qui étaient appliqués auparavant par le gestionnaire de réseau de transport. Les tarifs d'utilisation aussi, les tarifs, disons, d'utilisation de réseau de distribution de la même manière. Les tarifs aussi du service système, ils sont publiés aussi, ils sont de 6,35 centidirhams, soit une diminution de 46% par rapport aux tarifs appliqués par le gestionnaire de réseau. Donc ce sont des systèmes d'accompagnement qui donnent une visibilité claire et une transparence des tarifs pour les investisseurs qui veulent investir au niveau des énergies renouvelables. Il y a aussi les tarifs de l'excédent qui vient d'être précisé, vient d'être publié par l'ANRE et qui est de l'ordre de 21 centimes le kilowattheure pour les heures de pointe et 18 centimes l'heure pour les heures de hors pointe. Donc, ça donne aussi, disons, une visibilité aux investisseurs. S'il y a de l'énergie excédentaire, ils savent comment l'intégrer dans leur business plan. Aussi, actuellement, on est en train de discuter pour faire bénéficier les investisseurs de l'énergie des essais, parce qu'il n'est pas réglementé cette énergie des essais qui peut durer 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois d'essai. Donc, c'est une énergie qui est produite, mais qui n'est pas comptabilisée. Donc, on essaie de la comptabiliser et de la réglementer pour pouvoir donner la possibilité aux investisseurs de bénéficier de cette énergie excédentaire. En matière de simplification des procédures des autorisations, comme vous le savez, les deux lois ont tenu compte de la loi 5519 de la simplification des procédures, c'est-à-dire que cette loi dresse la relation entre l'administration et les développeurs. Donc, il clarifie cette relation qui suscite des soupçons, et je vous vois mettre comme ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu pour ça, mais c'est une loi. Je suis juste en train de défendre mes panélistes par rapport aux organisateurs, c'est tout. 1 heure, c'est 1 heure. Sans problème. Donc, de toute façon, ce sont des prescriptions qui sont prises en compte au niveau de ces deux lois. Très bien. Je cite. Oui, un dernier point. 2 autres petits leviers. Un dernier point. Un dernier point, d'accord. Donc, ces investisseurs, lorsqu'ils investissent, donc ils peuvent signer des conventions avec l'État. Ces conventions d'investissement, ils vont bénéficier de l'exonération des TVA, l'exonération des droits d'importation et ils peuvent bénéficier aussi de la participation de l'État dans les infrastructures hors site. Et comme vous le savez aussi, la loi sur la charte d'investissement aussi, il donne plusieurs avantages pour les investisseurs dans ce sens. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'État est en train de préparer le réseau pour aller produire l'énergie renouvelable là où elle est la plus compétitive, avoir des prix de transport qui sont raisonnables pour qu'elle garde cette compétitivité lorsqu'elle arrive chez l'industriel, peu importe où il investit. C'est Mohamed Hamimi, le positionnement du secteur bancaire marocain pour accompagner l'émergence de cette nouvelle industrie qui forcément comporte un risque technologique, c'est nouveau, c'est pas l'immobilier. Est-ce qu'il y a un appétit de la part du secteur pour accompagner l'investissement dans ces secteurs-là en 2-3 minutes, s'il vous plaît? D'accord. Écoutez, comme je l'ai expliqué au début, donc de toute façon, appétit ou pas, aujourd'hui, on est amené, c'est l'évolution même, comme je l'ai dit, de la finance qui doit se verdir au maximum. Et donc, l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est ces écosystèmes, c'est l'hydrogène vert, c'est les batteries, c'est le stockage, c'est ça l'avenir. Donc, forcément, nous devons, nous aussi, en tant que banquiers, nous transformer et être au diapason et aller
accompagner ces écosystèmes. Après, l'accompagnement, il peut être à plusieurs étages. Il y a l'accompagnement au niveau de l'étage du porteur du projet, du donneur d'ordre, je dirais. Donc là, il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci. On est déjà dedans. Il y a des choses qui sont en train de sortir à travers, bien évidemment, nos équipes de financement structurées, à travers la partie corpo. On accompagne. Il faut dire qu'en tant que banque, grande banque du pays, avec une capacité à mettre des fonds propres relativement importants, donc ça nécessite des gros tickets, donc on est forcément sollicité. Après, maintenant, l'enjeu, comme vous l'avez si bien dit, et je prends la casquette de représentant des PME, c'est de pouvoir traiter tout l'écosystème. Donc, quand on est à l'étage au-dessus, il est encore plus facile d'aller vers l'étage en dessous parce que, voilà, le banquier, il a besoin sur ce sujet-là de quoi? Il a besoin de la visibilité. Il a besoin de traquer les flux financiers. Tant que le circuit, je dirais, de paiement est tracé et il est maîtrisé, on peut mettre des choses. Alors là, pour la PME qui va s'arrimer à cet écosystème, les besoins peuvent être de deux ordres. Un crédit d'investissement pour pouvoir faire l'investissement qui va lui permettre, bien évidemment, de prendre un marché là-dedans. Là, s'agissant de chaînes de valeur qui souvent sont arrimées à des chaînes exportatrices, nous avons des lignes qui permettent justement de mitiger un peu ce risque. Par exemple, aujourd'hui, on a une ligne avec la BEI et avec l'appui de l'Union européenne qui consiste à donner des financements accompagnés d'une assistance technique pour le porteur de projet, mais aussi pour la banque, pour comprendre, pour aller là, pour mettre ce qu'il faut. Et en plus de ça, il y a une garantie. Donc ça aide à dépasser un peu le niveau. Après, on a investi et on a pris le marché, et puis il faut gérer au quotidien. Et on a besoin d'accompagnement sur le BFR. Là aussi, il y a des outils. Comme je l'ai dit, quand on maîtrise le circuit, on peut mettre des lignes factoring, par exemple. C'est assez sécurisé et ça permet de travailler. Donc, et puis, pour une banque aussi, le fait qu'il y ait derrière un écosystème industriel, ça rassure. Parce que c'est un gage de compétitivité. Donc, ça permet de mieux se passer. Et ça, on l'avait testé. D'ailleurs, on a quelques expériences, notamment où, avec des donneurs d'ordre, on a pu accompagner aussi, grâce peut-être aussi à des lignes de risk sharing avec des bailleurs de fonds, accompagner leurs distributeurs, par exemple, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi, et dans ce cas d'exemple, par exemple, il y avait aussi l'intervention du donneur d'ordre lui-même qui a pris sur lui de garantir partiellement. Donc, voilà, donc il y a des solutions et on est prêt bien évidemment à les étudier avec les amis de la fédération. Excellent, vous êtes enregistré, on vous tiendra votre parole. Monsieur Poirot, la parole est à vous et je prends la perche qui m'a été tendue sur le fait que ces marchés vont être beaucoup des marchés d'export qui vont permettre aussi de décarboner l'Europe. Donc deux questions relativement rapidement, 2-3 minutes. La première, dans des comités d'investissement d'Air Liquide qui décident d'implanter des choses dans les pays que vous couvrez, qu'est-ce que le Maroc peut faire pour être l'heureux élu? Et dans une perspective d'export de ces produits de nouvelle génération vers l'Europe, comment est-ce que, je reprends, je pense, le terme de M. Juillet qui disait que les clubs med des pays européens allaient être peut-être nos meilleurs partenaires. Comment est-ce qu'on construit cet avenir commun en produisant des choses qui peuvent être très compétitives dans le sud de la Méditerranée, mais en assurant un off-take du côté de l'autre Méditerranée? Merci. Alors sur la deuxième question, je commencerai, et je suis très d'accord avec le fameux Club Med. Je pense qu'effectivement, la proximité non seulement de l'Espagne par Tanger et donc de cette Europe-là, le fait que l'Espagne, je crois, elle-même réalise que ses connexions avec l'Afrique du Nord sont clés, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour... J'ai l'impression qu'on revient vers ça. Il y a une Europe qui s'est mise entre elles et qui a finalement du mal.
Le Maroc, on en a parlé aujourd'hui, il est très bien placé entre l'Afrique, l'Europe, l'Atlantique, le Moyen-Orient, mais malgré tout, il est loin, alors qu'il est tout près de l'Espagne. Et si je prends la question de l'exportation, c'est déjà le cas. Il y a déjà des produits que nous, on peut exporter, que nos clients peuvent exporter très facilement vers l'Espagne, et l'Espagne vers la France et vers le reste de l'Europe. Il y a un élément, je pense, qui est encore sous-estimé ici par rapport à d'autres pays que je connais, c'est toute la partie agricole, qui est un élément fondamental au Maroc. Mais quand on commence à rajouter de la valeur ajoutée, notamment dans la façon dont on package les fruits et légumes, les salades, on a développé le sud de l'Espagne, on l'a révolutionné il y a quelques années, parce qu'on a apporté des technologies où on met certains gaz dans les paquets des salades, et au lieu d'expirer en 2-3 jours, donc vous ne pouvez pas l'exporter très loin, maintenant les jus de fruits, les salades, certains nombres de produits restent frais pendant des semaines. Et donc ils ont pu développer une exportation très lointaine. Donc si vous pouvez attaquer des marchés consommateurs avec des produits non seulement frais, mais qui sont d'une chaîne avec une énergie renouvelable et des produits de qualité, vous aurez d'autres marchés en fait. Et je vois dans d'autres pays, alors étonnamment, y compris au Moyen-Orient, alors si on oublie les problèmes actuels, le Moyen-Orient, comme l'Égypte avant, comprend très bien l'intérêt qu'a compris la Chine, en partant de l'engrais et du terrain, de développer un certain nombre de produits. Chaque pays essaie d'être le champion dans un produit qu'il peut exporter en agriculture. Ça paraît complètement une contradiction. On voit le Moyen-Orient comme essentiellement le pétrole et le gaz, mais vous allez trouver certaines niches de produits où ils vont être les meilleurs et ils vont s'assurer qu'avec leur chaîne de supply chain et de produits, ils peuvent l'exporter. Donc je pense qu'au Maroc, on peut faire ça. Après, quand on part sur l'ammoniac, qui est un très gros sujet au Maroc, pour OCP et pour le Maroc, ce qu'on fait nous, c'est comme d'habitude chez Air Liquide, on veut tester les choses. Alors, parce qu'on sait tous qu'il faut aller dans des grosses tailles pour que ce soit compétitif, mais aller trop vite dans les grosses tailles, on peut faire des grosses erreurs. Et on a tous entendu parler de giga-projets d'hydrogène vert partout dans le monde. Moi, je couvre Oman, la Namibie, et ils ne bougent pas tous en même temps, on est bien d'accord. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on teste des tailles intermédiaires. Donc en ce moment, en Europe, dans le nord de l'Europe, à Anvers, on teste, grandeur nature, le craquage d'ammoniac dans l'autre sens. Donc le fameux rêve qu'ont tous les exportateurs d'énergie verte, qui n'est pas d'exporter de l'hydrogène vert, mais d'exporter de l'ammoniac. Donc l'Arabie Saoudite veut le faire, beaucoup de pays veulent le faire, l'Égypte est dessus, Fertiglobe est dessus. Mais il faut être capable de démontrer ce qui en théorie est simple, mais de le démontrer de façon industrielle qu'on peut craquer l'ammoniac dans toutes ces usines et toutes les raffineries du nord de l'Europe. Et le Benelux, le port de Rotterdam que vous connaissez, le port d'Anvers ont des ambitions de décarbonation tellement fortes que ce sont des super domaines pour pouvoir exporter à nouveau. Donc remplacer les importations d'ammoniac par de l'ammoniac vert made in Morocco, c'est un super projet, complexe, stratégique, qui j'espère aura lieu, mais rajouter un peu d'exportation vers l'Europe, parce qu'on peut aider à décarboner l'Europe. L'Europe industrielle, y compris du Nord, là je ne parle plus de l'Espagne, va regarder le Maroc différemment, je pense, et la valeur du Maroc. Donc c'est une forme de réponse. Après, les comités d'investissement d'Air Liquide qui me soutiennent pour investir au Maroc, la clé essentielle pour nous, c'est toujours de délivrer. Quand on démontre qu'au quotidien, on est dans un pays stable, que nos équipes, certains sont là, délivrent, que nos clients délivrent, c'est très très important. Je suis en Inde, je suis au Kazakhstan, je suis en Arabie Saoudite. Beaucoup de pays ont des avantages différents. Le Maroc, dans le temps, année après année, montre qu'il échappe à beaucoup des orages qu'on voit ailleurs. Nul n'est parfait, on pourrait encore faire beaucoup plus au Maroc, mais si on veut pouvoir convaincre nos patrons d'investir encore plus au Maroc, ce que nous, on essaye de faire venir, c'est ce qu'on a dit un peu avant, c'est d'avoir plus de diversité dans l'industrie. Quand vous avez de l'automobile, c'est le cas, de l'acierie, c'est le cas, de la chimie et d'autres, et pourquoi pas du high-tech, dans les mêmes bassins, vous pouvez commencer à vraiment valoriser les investissements sur un certain nombre d'industries. Merci beaucoup. Donc on a 5 minutes pour un dernier tour très rapide. 17h, c'est 17h. Donc un mot de clôture. Je commencerai par Si Hamza Agnoun. Juste en une minute et demie, on a une audience qui est dans des industriels de la chimie. On a parlé de très grandes choses qui leur paraissent inaccessibles. Comment est-ce qu'on peut commencer par des projets pilotes qui amorcent un peu la complexité en une minute, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un point qui est également partagé par l'Areva
nous avons initié un développement en vague de projets il y a quelques années. Et effectivement, on voyait des annonces de projets de gigawatts qui étaient certes ambitieux, qui permettaient aussi d'attirer l'attention sur ce qui va devenir un vecteur énergétique clé, mais qui avait besoin de relever un certain nombre de défis, y compris la montée en échelle des équipements, y compris la possibilité pour certains équipements d'être approvisionnés en renouvelables intermittents. Donc nous avons lancé des projets de petite taille, qui sont pour certains en construction en ce moment même pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac en capitalisant sur nos parcs renouvelables existants, et aussi en capitalisant sur nos portefeuilles de clients et d'off-take potentiels. Donc c'est un point très important, mais effectivement, pour ensuite s'assurer de passer aux étapes suivantes, je pense premièrement, il faut réussir les premiers projets, parce que ça permet de mitiger les risques technologiques et financiers. Et deuxièmement, il faut avoir une logique partenariale, que ce soit en termes d'acteurs, de complémentarité d'expertise, mais aussi avec les pays européens, off-takers, et s'assurer qu'on parle le même langage. Très bien. Donc, petite échelle veut dire aussi accessible pour les industriels. On peut les impliquer parce que c'est des petits projets pilotes. Si Amémie, de votre perspective, projet pilote veut dire qu'il n'est pas très compétitif, qu'il n'est pas très rentable, c'est un investissement dans l'apprentissage. Est-ce que le secteur bancaire a un rôle à jouer en 1 minute, s'il vous plaît, aussi? Mais écoutez, c'est vrai que c'est un challenge pour les banques qui sont généralement sur des projets qui ont atteint une phase de maturité. Pour pouvoir, mais nous sommes en tant qu'acteurs et intéressés effectivement aujourd'hui par pousser la durabilité et pousser le volet financement vert. Nous sommes ouverts de notre côté à innover et à aller de l'avant pour pouvoir offrir des solutions. Cela dit, il y a quand on dit la banque, il y a le système financier dans sa globalité, ça implique le capital risque, ça implique un certain nombre de produits alternatifs dont nous disposons et qu'on peut faire valoir au moment opportun, et notamment dans des early stages comme ça. C'est très bien. Donc effectivement, on est en train de compartimentaliser. La logique commerciale de rentabilité financière ne s'applique pas à toutes les phases, et on a des instruments pour ça. Monsieur Poiron, en 1 minute, votre mot de clôture. En un mot, je pense qu'il faut électrifier nos process, nos machines. Pour un vendeur de gaz... Alors, après, on vend du gaz dans les différents process qui électrifient, mais il faut, je crois, électrifier l'industrie. On a encore beaucoup de machines qui travaillent à la vapeur, qui brûlent du pétrole, qui brûlent du charbon. Je crois que c'est plus possible. Et c'est pas qu'une question de prix et d'environnement. On le voit en ce moment. J'étais en Inde il y a 3 semaines. On a des clients qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus de gaz. Aux Philippines, en Indonésie, en Thaïlande, c'est le cas. L'industrie chimique est à l'arrêt parce qu'ils n'ont plus de gaz. À Singapour. Donc électrifier certains processus, y compris chimiques, je pense que c'est l'avenir. À partir du moment où c'est vert, le Maroc peut le faire. Et je crois qu'avec ce qui se développe sur les batteries au Maroc, les technologies chinoises qui arrivent, on a eu encore l'exemple ce matin, c'est assez exceptionnel l'avancée qu'a eu le Maroc sur les technologies de la batterie. Je pense que là, il y a une carte à jouer, l'électricité et les batteries. Merci beaucoup. C'est Benabo, votre mot de clôture en 1 minute aussi, s'il vous plaît. Oui, je vais pencher sur le dernier message. C'est de mon collègue, c'est d'électrifier, électrifier. Donc pour ceci, comme vous le savez, les industriels ne sont pas des spécialistes de production d'électricité. Donc c'est pour cela qu'on invite des petites et moyennes entreprises de se spécialiser au niveau du développement des petits projets comme ça, d'électrification, des petits projets au niveau de la conception, le financement, l'exploitation, la maintenance. Ce sont des activités qu'il faut développer pour satisfaire le besoin des industriels qui ont besoin de l'électricité verte dans le cadre de l'autoproduction. Donc c'est un segment qu'il faut développer par les industriels. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir nos panélistes et les remercier pour nous.